Bonjour les amis. On m'a demandé de venir vous parler de créativité. Alors, la créativité, c'est quand on n'a rien préparé et qu'on est devant une assemblée aussi brillante que la vôtre. On attend un petit déclic et il peut se passer des choses. Ça s'appelle l'interaction entre celui qui écoute et celui qui joue. Les musiciens, on a cet instinct-là. Il se passe une interaction. Le discours dépend de la personne à laquelle on s'adresse. C'est Lacan qui avait formulé ça. Ces séminaires, il ne les préparait pas non plus. Mais quand il voyait qu'il y avait là Picasso, là Dali, là Simone de Beauvoir, tout d'un coup, ça le mettait dans un état tel qu'il formulait des choses qu'il n'aurait jamais formulées si ces gens n'avaient pas été là. En réalité, évidemment, il est allé puiser dans son champ de connaissances, mais les choses se sont assemblées à l'instant T et l'instant magique. L'apprentissage de la musique, avant d'être créatif en musique, il faut apprendre. Il faut apprendre les maîtres. Moi, mes maîtres, ils s'appelaient Bill Evans, ils s'appelaient Thelonious Monk, et c'est très compliqué, parce que plus on avance et plus on en a des maîtres. Et puis, le jour où on va être créatif, c'est le jour où on va comprendre qu'on ne pourra jamais jouer aussi bien que les maîtres qu'on aime. Donc dans ce cas-là, on abandonne un petit peu ce chemin, même s'ils nous ont mis sur un chemin, et puis on essaye de s'accepter tel qu'on est. J'ai connu un pianiste moi je ne suis jamais arrivé à jouer comme Bill Evans. J'ai connu un pianiste qui est arrivé à jouer comme Bill Evans. Mais du coup, il n'a jamais enregistré aucun disque. Parce que quand il amenait ses disques, on lui disait « Ben oui, mais c'est du Bill Evans. » Mais c'est tellement compliqué de faire du Bill Evans déjà. Et finalement, il a fini par enseigner Bill Evans. Il a fait le Bill Evans Academy à Paris. Donc, apprendre, c'est très compliqué. C'est beaucoup de boulot. C'est beaucoup d'abnégation. C'est avoir la passion pour un maître, parce que sinon, on ne peut pas passer des heures derrière son instrument. Et puis ensuite, il faut désapprendre tout ce qu'on a appris. Moi, ma voix, je l'ai trouvée par hasard. J'étais dans un studio d'enregistrement, j'enregistrais mon premier disque de jazz, c'était à Grenoble. Le chant, j'en avais rien à péter. Je ne faisais pas la différence entre Stevie Wonder et Sheila. Pour moi, ça n'avait aucun intérêt. Je n'étais intéressé que par les gammes diatoniques, les gammes pentatoniques, les harmoniques. C'était que des noms qui terminaient en nique, mais le chant, j'en avais rien à péter jusqu'au jour où j'enregistre mon premier disque de jazz. Et là, je vois, ce jour-là, on était tous en train de s'engueuler, il n'y avait rien qui marchait. Pourtant, le morceau, c'était moi qui l'avais fait. Mon solo, c'était pas terrible. Le solo du guitariste non plus, celui du trompette non plus. Il y a un truc en studio qu'on appelle le syndrome du bouton rouge. Vous répétez, c'est génial, vous avez un super son. Et tout d'un coup, l'ingé son, il dit « C'est bon, on la prend ». Et là, vous voyez le bouton rouge. Et là, vous avez une micro-tension. Mais cette micro-tension, elle suffit un peu à tout foutre en l'air. Donc, bref, ce jour, on n'y arrive pas. Et je vois passer une jeune fille avec une coupe afro. Je me retourne et je dis au patron du studio, c'est qui l'apparition qui flottait dans l'espace là? Il me dit, bah, c'est une chanteuse, elle est venue voir s'il n'y avait pas du boulot en studio. Une chanteuse. Je regarde autour de moi, je dis aux copains, vous voulez pas qu'on essaye la chanteuse? On était en désespoir de cause, quoi. Les Grecs disent que la chance, c'est attraper un cheveu dans le vent avec 2 doigts. Elle est vachement bien, cette définition de la chance. Ça veut dire qu'en réalité, la chance, il faut la préparer, ça se travaille. Il faut mettre en forme les conditions pour qu'elle se passe. Repérer un couloir à cheveux, par exemple, être patient et vigilant, le regard dans une seule direction, les muscles bandés, prêts à jaillir. Genre, le prochain cheveu qui passe dans le vent, je le chope avec 2 doigts. Il y a des gens qui voient passer des touffes de poils devant eux qui ne réagissent pas. Moi, ce jour-là, j'ai chopé ma chance. On la rappelle, je lui mets un micro et je lui dis « Improvise, j'ai pas de texte, j'ai pas de mélodie, j'ai rien du tout. »
La probabilité pour qu'elle chante bien, je pense qu'elle était encore plus ténue que celle qui a fait tomber une crotte de pigeon sur l'épaule de François Hollande pendant la manif pour Charlie. Vous vous rappelez de ce moment de grâce? Il va pour embrasser les survivants de Charlie qui arrivent avec des bandeaux. Au moment où il va pour embrasser Patrick Pelou, paf! Du coup, l'autre, il fait président, enfin, je ne vais pas mettre le nez dans... Donc, mais il ose rien lui dire. Il lui dit, tiens, il ne veut pas m'embrasser. Il va vers l'autre. L'autre fait, non, moi non plus, merci beaucoup. Et ils ont chopé un fou rire tous les deux. Nous, on était derrière nos postes de télé. Et ça fait tellement du bien. Bergson, il dit que c'est ça l'humour. Le petit pas de côté qui transforme le tragique en comique. Ce soir-là, il nous a gâtés. Merci François pour ce moment. J'en étais où, moi? La chanteuse. Elle attaque. Je vais dans la cabine, on enregistre. La voix grave qui monte tout doucement, tout à l'oreille. Elle rentre dans les accords, elle sort des accords, elle rentre et elle finit par un contre si bémol de l'espace. Et moi, je suis là dans la cabine, transfiguré. Je suis épiphanie, révélation. Je suis comme Saint Paul sur la route de Saint-Paul-de-Vence. Je suis rentré chez moi, je me suis mis à écrire des textes sur tous les titres. À la base, c'était prévu pour être un album instrumental. Mais tout d'un coup, d'entendre une de mes compos, j'allais dire, interprétée par le plus bel instrument qui soit, la voix, j'ai dit, voilà, je veux qu'elle chante sur tous les morceaux. Et moi qui étais capable d'écouter une chanson 500 fois sans pouvoir vous dire de quoi ça parlait, tellement j'en avais rien à péter des textes, je me suis mis à écrire des paroles d'une beauté. Il y en a un, il faut que je vous le livre, je m'en souviens encore, il était trop beau ce texte, il faisait comme ça. Baby, I love you, you love me, please come back. Non mais vous vous rendez compte? Mais vous vous rendez compte où j'étais allé chercher ça? Je venais de découvrir le principe de la muse. Une muse, c'est génial, vous la regardez, vous tombez amoureux, c'est un amour platonique, mais il se passe un échange et tout l'amour qu'elle vous inspire, vous lui renvoyez sous la forme de votre création. Attention, il ne s'agit pas d'assigner les filles juste à un rôle de muse. On est en 2024, il y a la muse et il y a le museau aussi. Je veux dire, ça marche dans les deux sens. Je venais de découvrir un moteur qui a été fondamental pour moi. Parfois, il y a des jeunes compositeurs qui viennent me voir, ils me disent, t'as pas un tuyau? Je dis, mon gars, tu tombes amoureux et puis tu mets la photo de ta chérie ou ton chéri sur ton clavier et tu oublies tout ce que tu as appris et avec tes doigts, tu cherches le chemin de son cœur. Une fois, il y en a un qui m'a dit, mais moi, je suis amoureux de personne. Je lui ai dit, tu mets la photo de Roselyne Bachelot et ça va jaillir. Le gars, je ne l'ai plus jamais revu. Alors, cette affaire-là, au début, je pensais que j'étais un petit peu... C'est presque troublant d'avoir à se mettre dans un état amoureux à chaque fois. Et je me suis rendu compte, pour me rassurer, que mes illustres prédécesseurs, c'était la même chose. Mozart, la première fois qu'il entend une soprane, il tombe amoureux fou d'elle. Elle s'appelle Aloïsa Weber, c'est la fille de Anton Weber, un grand violoniste, un copain de son père. Il va lui écrire des sonates, des rondeaux, des scherzos, et puis au bout de 6 mois, elle va larguer. Alors il a écrit une marche funèbre. Non, c'est pas vrai, la marche funèbre, il a écrit après. Il a été se consoler avec sa sœur, Constance, qu'il va épouser. Et ensuite, il a entendu la 3e sœur, Josépha, qui avait grandi. Et elle avait un rire tellement cristallin que c'est pour elle, c'est en entendant sa voix qu'il a composé ça. Ça, c'est le rire de Josépha. Évidemment, c'est la reine de la nuit. Alors, cette affaire d'écouter les sons de la nature ou d'écouter des voix ou de se laisser porter par, c'est super fastoche pour un musicien puisque on fonctionne avec les oreilles. Sauf que le problème, c'est que on a, d'une certaine manière, à la fin du 19e siècle, le siècle où on découvre le patrimoine, on a cessé d'apprendre l'improvisation dans les écoles de musique. Auparavant,
Tous les grands compositeurs improvisaient. Bach improvisait, Mozart improvisait, Beethoven improvisait, Haydn, Liszt, tous. Chopin passait des nuits entières à improviser, sauf qu'après, évidemment, il avait oublié. Quand on dit que Mozart composait à l'âge de 3 ans, c'est complètement faux. En réalité, c'est son père qui notait ce qu'il faisait parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de téléphone portable pour enregistrer ton gamin et pour le foutre sur Instagram. Donc, le problème, c'est que comme on ne jouait pas la musique des morts, eh bien, tous les compositeurs étaient oubliés. Jusqu'au milieu du 19e, où on les découvre. Et tout d'un coup, on dit aux gamins, bah, écoutez, vous allez cesser de vous exprimer, et maintenant, vous êtes là pour apprendre la musique des génies du passé. Et on a fait la même chose à l'école. On a cessé d'apprendre la rhétorique. La rhétorique, c'est l'art de s'exprimer. Enlever l'art de s'exprimer à un gosse et il va tomber dans la violence. Imaginez Verlaine et Rimbaud qui n'aient pas eu de cours de rhétorique. Ça donne quoi? Cyril Hanouna. Alors, je vais finir... Donc, on a cessé d'apprendre l'improvisation. Donc, du coup, la musique, chaque fois qu'on essaye de l'enfermer, elle traverse l'Atlantique et elle est revenue sous la forme du jazz. Il a fallu qu'on passe par des enfants d'esclaves africains pour retrouver l'improvisation perdue. Aujourd'hui, de musiciens classiques qui se rendent compte sont incapables, c'est un peu tôt, pardon, d'avoir une conversation. Ils sont juste obligés de lire le texte que quelqu'un d'autre a écrit pour eux. Pour vous montrer à quel point l'improvisation est importante dans le processus créatif, je vais finir par une toute petite anecdote. C'est le roi de Prusse, Frédéric II, qui convoque Jean-Sébastien Bach. Ce roi est éclairé, il a à sa cour les plus grands musiciens, les plus grands peintres. Et un jour, tous les jours, il dit à Jean-Seb de venir. Jean-Seb est un peu fatigué et vieux. Finalement, il arrive par être là. Et le roi, en réalité, lui dit « Jean-Sébastien, j'ai composé un thème et j'aimerais vous le soumettre. » Jean-Sébastien dit « C'est trop d'honneur, Majesté, soumettez, soumettez. » Voilà ce que fait le roi à Jean-Sébastien. Il sort sa flûte, il était flûtiste. Bon, jusqu'ici, tout va bien. Arpège mineur qui monte, sixte descendante. Et là, tout d'un coup, il fait ça. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais ça, c'est un chat qui marche sur un clavier. Ça, c'est le sergent Garcia qui se dégonfle quand il voit arriver Zorro. On fait jamais ça, c'est une descente chromatique. Jean Seb, super faux cul. Majesté, comme votre thème est beau. Puis-je improviser? Le roi lui dit, je vous en prie, improvisez. Voilà ce que fait Jean-Sébastien du thème du roi. Il fait pas vraiment ça, mais c'était juste pour vous montrer qu'il improvise. Mais en réalité, il va faire beaucoup plus compliqué que ça. Il va instantanément improviser. Il va faire une fugue à 4 voix. C'est quoi une fugue à 4 voix? Vous avez une mélodie qui monte comme ça. Là, vous mettez un miroir. Et du coup, la mélodie, elle descend, ça fait le OK. Miroir, là, ça fait un losange. Ce losange, il le prend, il le transpose, il l'augmente, il le diminue. Et au bout d'un moment, c'est le principe du kaléidoscope. Avec 4 petits cailloux, il va faire la façade d'une cathédrale gothique. C'était ça l'art de Jean-Sébastien Bach. Les 4 petites cailloux, c'est la mélodie indigente du roi. Et le kaléidoscope, c'est ce qu'il va en faire. Il va dire au roi, en plus de ça, « Majesté, votre thème était si beau, je n'ai pas pu l'éprouver dans toute sa beauté, laissez-moi réfléchir. » 2 mois plus tard, il va tenir promesse, il va lui envoyer une succession de compositions qu'il va appeler l'offrande musicale, un des chefs-d'œuvre de la musique classique occidentale, composé à partir d'une bouse.
Une bouse royale, certes, mais une bouse quand même. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est l'improvisation qui mène à la composition. Une composition, au fond, eh bien, c'est une improvisation écrite. Et que dans l'improvisation, on essaye, on se perd, on fait des méandres. Et puis ensuite, on corrige. Et quand on jette tout ça sur le papier, elle reste. Mais il ne s'agit pas de la figer. Les partitions chez les classiques, c'était juste pour se souvenir, parce qu'il n'y a rien de plus volatile qu'un air de musique. On dit un air, justement. Et peut-être qu'un des talents des musiciens, c'est de capter l'air du temps et de le restituer immédiatement. C'est pour ça qu'on dit que les musiciens sont toujours un petit peu en avance par rapport à la société, puisque l'air, on le joue tout de suite, et l'air, il met du temps avant de se sédimenter et de structurer une société. Voilà. Donc, par rapport à la crise de création que nous traversons en ce moment, nous, les musiciens, on a été les premiers, il y a 20 ans déjà, on sait très bien qu'on ne peut plus avoir de ressources avec nos droits d'auteur, mais on se met ailleurs. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle, il s'agit de la maîtriser. L'intelligence artificielle et le créateur, c'est Saint-Georges et le dragon. Saint-Georges, le dragon, il ne le tue pas, il le maintient pour prendre sa force. Il a besoin de son énergie. Donc, pour tous ceux qui sont des créatifs ou des musiciens ou des plasticiens, moi je dis, maîtrisez le dragon, et sinon c'est le dragon qui vous maîtrisera. Merci beaucoup.